enceinte à déglutir depuis quelques jours, avec quelques fausses routes depuis le jour même. Elle avait déjà noté depuis plusieurs mois des modifications de sa voix qu'elle décrivait comme nasonnée, surtout en fin de journée, avec une fatigue importante et parfois des épisodes de vision double. Vous êtes frappé par son regard lorsque vous l'examinez. Alors, le voisin, question numéro 1, le diagnostic que tu suspectes. Ouais, donc globalement, tu avais parlé d'une myasthénie, ça c'est très bien, je pense que vous avez quasiment tous mis myasthénie. Si vous avez mis que myasthénie, c'est pas assez. Après, il faut parler de myasthénie. Une myasthénie, il y en a dans les myasthénies auto-immunes, j'entends. Il y a deux formes, souvent les formes oculaires pures ou les formes généralisées. Donc là, on était dans une forme généralisée. Ça, tu ne l'as pas mis. Mais par contre, ce que tu m'as mis, c'est en phase de crise aiguë myasthénique. Alors souvent, on réserve le terme de crise aiguë myasthénique pour quand il y a une atteinte respiratoire avérée, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais je ne veux pas que vous voyiez le myasthénique comme, il y a le stade machin, il y a le stade truc, et chaque patient est dans un stade. En fait, c'est un continuum. Un patient qui est en train de s'aggraver va évoluer quasiment inéluctablement son traitement jusqu'à la crise aiguë myasthénique. Donc, il fallait que vous m'ayez parlé dans la réponse à cette question, soit de myasthénie généralisée sévère, soit de la notion de poussée, en poussée actuellement, soit si vous m'avez mis crise aiguë myasthénique, je vous aurais très probablement mis tous les points parce que vous avez parlé vraiment de la notion de sévérité qui va induire la notion de traitement. Donc il y a vraiment un continuum. On peut pas, si on est très frileux, on ne va pas peut-être mettre crise aiguë myasthénique parce qu'on n'a pas avéré la notion d'atteinte respiratoire, mais on y court, donc on est devant une myasthénie généralisée sévère en poussée. Sur quels arguments? Alors, j'ai mis, il y avait la présence, donc le terrain, c'était une femme déjà. Il me semblait que c'était un peu, voilà. C'est un peu sexiste. Voilà, non, mais pas du tout. Ensuite, donc il y avait un syndrome myasthénique avec une fatigabilité musculaire, donc aggravée par l'effort. Une atteinte de la musculature oropharyngée avec une voix nasonnée et des troubles de déglutition. Une atteinte de la musculature, enfin de l'oculomotricité avec une diplopie, un ptosis. Et voilà, c'est tout ce que j'ai mis, je crois. D'accord. Écoute, c'est très bien. Donc on parle de myasthénie généralisée sévère en poussée. Devant le syndrome myasthénique, une atteinte motrice pure, très probablement devant ce qu'on te donnait à l'énoncé, associée à une notion de fatigabilité musculaire avec un déficit majeur en fin de journée. L'atteinte très évocatrice de la sphère que j'appelle bulbaire, en fait, de tout ce qui est oropharyngé avec des troubles de la déglutition, une dysphonie, et la sphère oculaire avec l'optosis et la diplopie. La sévérité, enfin la notion de poussée, se voit dans l'aggravation récente de jour en jour de son état clinique. Très bien. Les facteurs recherchés à l'interrogatoire pouvant expliquer l'aggravation récente. Alors, on recherche la prise de médicaments, Ouais. comme les benzos ou certains antibiotiques, je crois. Oui, certaines classes de médicaments contre-indiquées chez le patient myasthénique, tout à fait. Alors ça peut être sinon donc, toute infection, par exemple, tout stress finalement, une infection en cours, une chirurgie récente, et aussi par l'implication thérapeutique dans la chirurgie, pour l'anesthésie, ou la prise d'un médicament contre-indiqué, ça peut être un bêta-bloquant même en collyre, ça peut être certaines classes d'antibiotiques, ou ça peut être, comme tu l'as dit, les benzos. Parfait. Comment tu complètes ton examen physique? Moi, je connais pas la myasthénie, donc j'ai fait un examen neurologique général. Alors même si tu connais pas la myasthénie, il y a un truc que tu dois me dire. Tu vois? Il y a un truc, tu me le dis, là, même si tu connais pas la myasthénie, tu n'as plus la moitié des points. Qu'est-ce que tu recherches à l'examen clinique chez cette dame? Ça doit être médulaire comme réflexe. Un seul truc. Je sais pas si elle respire bien. Un truc. Je sais pas si elle respire bien. Non. Amen. Si elle respire bien. Voilà, nous t'applaudissons. Tu vois que tu connais la myasthénie, parce que tu connais ce qu'il y a de plus important pour le myasthénique, c'est lui demander, êtes-vous dyspnéique? D'accord? Comment tu vas évaluer l'atteinte respiratoire chez cette patiente? Je regarde comme si chez n'importe qui d'autre, voilà. Alors vas-y, dis-moi. Déjà, on lui demande si elle respire bien ou pas. Ouais, est-ce qu'elle a une dyspnée? Ouais. On recherche des signes de détresse respiratoire, mais bon, il n'y en a pas, quoi. Enfin, on n'en sait rien, on les cherche. On cherche un tirage, un balancement.
Enfin, voilà. Alors souvent chez les myasthéniques, on fait aussi, ou les patients neurologiques, il y a des choses qu'on aime bien faire. Alors ça fait partie notamment du score myasthénique de faire compter les gens en apnée, tu vas prendre leur respiration et de compter le plus loin possible. Ça te donne un chiffre qu'on va pouvoir comparer tout au cours. Si tu répètes l'examen, tu vas pouvoir comparer ce chiffre à chaque fois. Tu vas évaluer l'efficacité de l'atout. Tu vas pouvoir regarder s'il y a un encombrement bronchique. Et souvent, tout service de neurologie est muni d'un appareil qui va mesurer la capacité vitale au lit, sans qu'il y ait tous les trucs qu'ils font aux EFR. C'est vraiment un petit appareil que tu peux mesurer qui donne une valeur objective de sa capacité vitale. Très bien. Donc ça, c'était le réflexe médulaire de la myasthénie. C'est est-ce que votre patient myasthénique respire ? Ensuite, il y a un petit peu tout le blabla qu'on a vu tout à l'heure. Alors, on va compléter notre examen. On voit qu'elle a une atteinte plutôt motrice pure. Donc, on va regarder s'il y a un déficit ailleurs qu'au niveau de la sphère oropharyngée ou de la sphère oculaire. On va regarder s'il y a un déficit au niveau des membres. Et un autre truc important qu'on peut voir chez ces gens qui ont des troubles de la déglutition, c'est qu'on va rechercher un déficit axial. Soit un déficit de la nuque, ils peuvent avoir au maximum une nuque qui tombe et pas arriver à relever leur tête. D'accord ? Ensuite, on peut regarder l'atrophicité musculaire, s'assurer qu'elle est normale. On peut regarder les réflexes ostéotendineux, s'assurer qu'ils sont normaux. On peut essayer de mettre en évidence une vraie ophtalmoplégie. Parce que là, je vous donne une photo de son œil, on voit bien le ptosis. Mais on peut regarder, lors de l'examen oculomoteur et le suivi oculaire au doigt, s'il y a une ophtalmoparésie ou plégie avérée. D'accord ? Après, on peut détailler plein d'autres choses, rechercher des antécédents de maladies, machin. Mais vraiment, ce que je voulais vous faire dire dans cette question, et que si vous ne m'avez pas dit, c'est 0 à la question, c'est est-ce que la patiente respire bien ? D'accord ? Le voisin, ton attitude... Oui. C'est peut-être bête, mais le glaçon, ça enlève ou ça fait un ptosis ? Alors, le test au glaçon, je t'avouerai qu'en pratique clinique, on ne le fait pas. Voilà, moi je ne l'ai jamais fait, le test au glaçon. De mémoire, ça fait disparaître le ptosis, mais je t'avouerai que je ne l'ai jamais vu faire. Moi, je fais souvent faire répéter des manœuvres aux patients, c'est-à-dire de faire répéter le clignement des yeux, tu vois, pour revoir la fatigabilité et l'apparition du ptosis. Tu peux les faire lever d'un siège bas pour regarder s'il y a une fatigabilité au niveau des membres. Entre toi et moi, une patiente qui est en phase de poussée d'une maladie comme la myasthénie, ou d'une heure à l'autre, elle peut devenir en détresse respiratoire, je ne vais pas la faire les petits cours de Club Med Gym, là, où vous descendez sur votre siège. Ok ? Donc, je ne lui ferai pas faire ça, et j'irai encore moins chercher mon glaçon dans le frigo. D'accord ? Que ce soit clair. Alors, question numéro 4. Ouais. Et le test à la métabolie, on ne le fait pas ? Alors, tous les tests aigus aux anticholinésterasiques, dans ce cas-là, moi, la patiente, j'ai un diagnostic qui est, pour moi, quasiment sûr chez cette dame. Je vais plutôt essayer de la prendre en charge sur le plan thérapeutique et après faire tous les examens que je peux faire. Là, elle est dans mon box de consultation, je vais avant tout me chercher de lui trouver une place plutôt que de lui faire un test aux anticholinésterasiques, par exemple. D'accord ? Donc, c'est toute une question de priorité. Si tu vois un patient qui vient parce qu'il a un ptosis fluctuant et que c'est le seul symptôme qu'il a, oui, j'irai, je vais le prendre, je vais le dire, on va vous faire un petit test, machin, autensilon, super. Et là, ça aura vraiment un intérêt immédiat pour lui. Tandis que là, chez cette dame, la notion de fatigabilité est assez évidente, l'atteinte est extrêmement évocatrice. Il y a une urgence quasi vitale chez cette dame, donc je pense que c'est perdre un temps fou que de proposer ce traitement immédiatement, ce test dans le box de consultation. Ok ? L'attitude immédiate. Alors, je l'hospitalise en urgence, en réanimation, notamment s'il y a des troubles respiratoires. Ouais. Je la mets à jeun immédiatement vu qu'elle a des troubles de déglutition. Je mets un scope cardio-respiratoire avec la saturation en continu. Voilà, je lui mets, s'il y a des troubles respiratoires, je lui mets une oxygénothérapie, voire plus s'il y a besoin, en fonction, intubation si besoin. Je fais un test diagnostic aux anticholinésterasiques pour voir si ça peut aider. J'en remets. Moi, je vais Non. Je veux plutôt la traiter d'emblée. Oui, c'est ça, quand je dis test, en même temps la traiter en posologie. En fait, les tests, ça ne la traite pas, ça va la traiter pendant 2 minutes, après elle va revenir à son état antérieur. Mais on va y revenir. C'est très bien, déjà tu m'as mis pas mal de bonnes choses. Et je la surveille, avec une surveillance continue. Je peux faire,
On peut évaluer, mais je ne sais pas si c'est dans la question suivante, évaluer la capacité vitale, tout ça. Ouais, j'avais plus mis dans la question suivante. Ouais. Tu m'as parlé de quelque chose à la question 2, j'en entends plus du tout parler après. Ah, j'arrête tous les médicaments si elle avait pris, si ouais. elle avait pris quelque chose. Facteur On arrête déclenchant. tout ça. Ouais, on traite l'éthiologie. Ok, donc tu as très bien répondu. Tu m'as parlé d'une hospitalisation en urgence, au moins dans un service proche d'une réanimation, voire en réanimation immédiatement si les troubles de la déglutition sont très sévères ou si il y a des signes respiratoires sous-jacents. Absolument arrêter l'alimentation orale, mettre en place une sonde nasogastrique, une voie veineuse périphérique. On va traiter tout facteur déclenchant, donc on va traiter une infection, on va arrêter tout médicament contre-indiqué. Alors cette dame, tout ce qui est anticholinésterasique par voie intraveineuse, on le fait pour faire des tests. Hein, c'est un traitement de test diagnostique. Hein, ça a une demi-vie très très courte, donc une efficacité très limitée. Donc vraiment, ça sert dans le test diagnostique. Le traitement de la poussée, c'est plutôt des immunoglobulines intraveineuses ou des échanges plasmatiques. Vraiment, là, je pense qu'on a une quasi-certitude clinique chez cette dame. On va, pour moi, probablement pouvoir se passer du test au temps si long. Enfin, ça va dépendre de son état. Si elle est vraiment dans un état relativement stable, qu'elle a quelques petits troubles de la déglutition, oui, je lui ferai. Si vraiment elle est dans un état critique où elle va être intubée, ventilée, sédatée, non. D'accord. Tout va dépendre. De toute façon, ce n'est pas à vous de poser l'indication des immunoglobulines intraveineuses ou d'un échange plasmatique. Donc, vous pouvez en parler si vous voulez. D'accord ? Vous pouvez mettre, je réalise, si l'état de la patiente le permet, je réalise un test aux anticholinésterasiques et le traitement de la poussée sera réalisé, sera discuté, traitement par immunoglobuline intraveineuse ou échange plasmatique. C'est vraiment une décision de spécialiste qui doit être signée par un médecin senior. Donc, à l'ENC, on ne vous demandera pas de savoir en poser l'indication. Ensuite, bien sûr, la surveillance rapprochée, notamment respiratoire, pour pouvoir intuber, ventiler cette malade si son état devient trop critique. Très bien, donc n'oubliez pas les facteurs déclenchants. Si vous y pensez à un moment, vous devez le suivre tout au long de votre dossier. D'accord ? Ensuite, l'examen qui te semble utile chez cette patiente. Alors, les examens, donc moi, pour conforter le diagnostic, on peut faire une recherche d'anticorps anticholinésterasiques. Anticholinergiques. Antirécepteurs de l'acétylcholine. Ouais, c'est un petit peu compliqué. Hein. Ouais. Anticorps, antirécepteurs de l'acétylcholine. Hein, je te rappelle ta jonction neuromusculaire. Tu as des petits trucs d'acétylcholine qui passent. Tu as les petits récepteurs. D'accord ? Dans la méchante myasthénie, il y a un petit anticorps qui vient neutraliser le récepteur à l'acétylcholine, le rendre inefficace et altérer la région post-synaptique de cette jonction neuromusculaire. Ok ? Donc, anticorps, antirécepteurs à l'acétylcholine, c'est très bien s'ils sont négatifs, élimine-tu le diagnostic. Non, dans combien de pourcents des cas pourrait-il être négatif chez cette patiente ? 15%. Ouais. La myasthénie généralisée, on a environ 85 à 90% des cas qui ont des anticorps antirécepteurs positifs, donc 10 à 15 avec des récepteurs négatifs. Super, continue sur ta lancée. Donc après, on peut faire un électromyogramme. Alors, tu vois, électromyogramme, c'est bien. Il y a un truc qui est encore plus chic. Électroneurogramme. Électromyogramme de détection et stimulodétection des quatre membres. D'accord. Et actuellement chez elle de la face, ce qui peut avoir un intérêt dans ces formes souvent faciales de myasthénie. D'accord. Donc ça c'est classe. Et qu'est-ce que tu recherches sur cette EMG ? C'est un phénomène de décrément, quelque chose comme ouais, ça. tu sais à peu près comment ça se cherche ? Pas tellement, non. Ouais, moi non plus, j'en avais aucune idée. Bon, je te rassure. Donc, dans l'électromyogramme, on va voir ça là, au dossier numéro 3, parce qu'on parlera des polyneuropathies, mais on parlera plus dans le détail. Mais dans l'électromyogramme, il y a deux phases. Il y a une phase de stimulodétection, c'est la première phase qu'on réalise, où globalement, tu vas stimuler un nerf et recueillir la réponse. Tu vois, donc là, tu vas avoir des électrodes de recueil, par exemple sur un muscle, et tu vas stimuler le nerf, notamment là, je sais pas, le nerf médian, au niveau du canal carpien. D'accord ? Donc tu stimules et tu recueilles, d'accord ? Ce qui va être un potentiel d'action
enfin je vais le faire là, le potentiel d'action. Tu vois, le potentiel d'action que tu recueilles en simulodétection, il a la gueule qu'on a tous appris dans nos bouquins de bio quand on était en seconde. D'accord? On stimule à cet endroit-là et on commence à détecter à cet endroit-là. D'accord? Il y a un temps de latence entre les deux. Donc tu stimules le nerf, tu recueilles au niveau du muscle le potentiel d'action. D'accord? Quand tu veux rechercher un phénomène de décrément, tu vas réaliser une stimulation répétitive à basse fréquence pour rechercher donc, ce phénomène de décrément qui correspond à la diminution de plus de 10% de l'amplitude du potentiel d'action au 5e potentiel. D'accord? Ça, c'est la définition du décrément, c'est dans votre correction. D'accord? Donc ça, c'est les deux examens, l'EMG avec le petit décrément et la recherche de cet anticorps antirécepteur à l'acétylcholine. C'est les deux examens du diagnostic positif. Quels autres examens tu fais? Alors après, pour le retentissement, donc on peut faire des examens visés respiratoires, donc des EFR par exemple. Moi, j'ai mis une radio de thorax aussi. Ouais. Quoi? Dans la radio de thorax, tu cherches juste... Une petite inhalation, par exemple. Ouais, d'accord. Voilà, et puis retentissement, j'ai fait un ionogramme sanguin aussi, un petit bilan biologique. Ça mange pas de pain. Ouais. Et après, on peut faire aussi un bilan un peu étiologique, avec notamment un bilan infectieux, inflammatoire. Infectieux, alors infectieux, Si, c'est quoi? On peut faire une CRP. Ouais. Et puis Effectivement, une NFS, on peut la faire. NFS, CRP. Voilà. Maintenant, on va prendre la question dans un autre sens. Tu vois, là, tu m'as pris, on a fait un peu un catalogue de ce qu'on peut faire dans le diagnostic de la myasthénie. On a ouvert notre bouquin, d'accord? Maintenant, je veux que tu me dises, ta patiente, on est vendredi soir, d'accord? Le samedi, il n'y a personne. L'électromyogramme est déjà fermé parce qu'il commence le week-end vendredi à 13h30. Vendredi soir, que fais-tu comme examen complémentaire chez cette dame? Je vais faire... Rien n'est pas une réponse. Non, mais au niveau respiratoire, des gaz du sang. Voilà, tu te réfères toujours à tes mots-clés urgents de la myasthénie. C'est poussée de myasthénie, ça doit flasher dans votre tête deux choses. Tu as atteinte respiratoire qui flash, donc gaz du sang, capacité vitale au lit, EFR rapide. Et tu as facteur déclenchant qui flash, et tu m'en as pas parlé, bilan infectieux, mais tu m'en as parlé un peu dans le bilan étiologique, mais pour l'instant, ça n'a pas de sens. Donc, bilan infectieux, oui, la CRP, oui, la bandelette urinaire, oui, la radio de thorax, mais aussi à la recherche d'une pneumopathie pouvant être la cause et pas la conséquence de cette aggravation de sa myasthénie. Tu vas faire une NFS, tu vas faire plein de choses, tu vas faire un examen clinique complet à la recherche d'un foyer infectieux étant facteur déclenchant potentiel de cette crise aiguë. D'accord ? Ensuite, à tout le reste, à le bilan du diagnostic positif de la maladie. On en a parlé de l'électromyogramme, on a parlé des anticorps antirécepteurs acétylcholine. Ça, on peut le faire dans un délai rapide dès que ces examens sont disponibles. On va le prélever rapidement, on n'aura pas le résultat tout de suite pour les anticorps. Et ensuite, tu vas faire le bilan étiologique, comme tu m'as dit. Donc là, tout le bilan auto-immun, la recherche d'autres affections auto-immunes associées, parce que je vous rappelle qu'elles sont associées dans 10% des cas. Donc, rechercher le contexte inflammatoire. Et deuxièmement, la réalisation d'un scanner thoracique à la recherche d'une anomalie thymique, soit thymome, soit hyperplasie. Tu me disais ? Ça, c'est pas en urgence. C'est pour ça que je voulais qu'il insiste sur qu'est-ce qu'il fait vendredi soir. Vendredi soir, il se souvient des points forts qu'il a vus en conf et il s'est dit, la myasthénie, je dois me souvenir de deux trucs un vendredi soir, l'atteinte respiratoire, la recherche d'un facteur déclenchant, et c'est tout ce que je fais. D'accord ? Ensuite, les armes thérapeutiques dont on dispose dans cette affection. Merci. Donc il y a d'abord les traitements médicamenteux. Donc au niveau symptomatique, les anticholinésterasiques. Je ne connais pas de molécules. C'est pas grave. Ce qui sera coté, ce sera anticholinésterasique. Et au niveau étiologique, on a parlé des immunoglobulines ou des échanges plasmatiques. Ensuite, il y a tout ce qui est orthophonie et kinésithérapie, j'imagine. Ouais, souvent les patients ils peuvent avoir ça dépend si ce sont des symptômes qui se sont installés. Des fois en bout de course,
Les symptômes sont permanents, mais des fois, c'est des patients qui vont avoir une atteinte qui est fluctuante. Et surtout, c'est des patients qu'il ne faut pas trop fatiguer, parce que c'est la fatigue qui déclenche leurs symptômes, donc je ne pense pas que ce soit indiqué. Ok. Ensuite, tout ce qui est mesures sociales, éducation thérapeutique et information de la patiente. Ouais. Et soutien psychologique. Tout à fait. Et puis... Je sais plus de quoi je voulais parler. La prévention des facteurs déclenchants. Ouais. Donc il y avait information sur les médicaments. Les traitements contre-indiqués. Ouais, ça, on va voir ça après. Okay, donc dans les armes thérapeutiques, il y a le traitement qui est plutôt symptomatique, entre guillemets. Globalement, l'acétylcholine passe dans la synapse, au niveau de la synapse de la jonction neuromusculaire. Elle va se poser sur les récepteurs. C'est comme ça qu'on a la transmission neuromusculaire du signal nerveux. D'accord ? Dans cette synapse, il y a aussi des petites molécules d'acétylcholine estérase, d'accord, qui détruisent au passage certaines petites molécules d'acétylcholine qui passent la jonction pour un petit peu moduler le passage de l'information nerveuse. Voilà, donc vous imaginez si déjà quand l'acétylcholine elle passe, elle ne peut pas se fixer sur le récepteur. Si en plus il y a l'acétylcholine estérase qui naturellement en dégrade une partie, on ne lui donne pas toutes ses chances à cette petite acétylcholine de passer la jonction. Donc le but des traitements anticholinéstérasiques, c'est de réduire cette barrière naturelle d'acétylcholinestérase qui se situe au niveau de la synapse pour permettre que vraiment le maximum des petites molécules d'acétylcholine passent la jonction et viennent se fixer sur des récepteurs certes déficients, mais toujours présents. Donc ça, c'est la première partie du traitement, c'est vraiment le traitement symptomatique, entre guillemets, les anticholinéstérasiques. Après, on va passer à des traitements étiologiques, c'est une maladie auto-immune. Qui dit auto-immune, vous pensez au traitement immunosuppresseur, ça tu m'en as pas parlé, mais tu peux avoir recours aux corticoïdes chez ces patients, à de traitements parfois immunosuppresseurs plus importants, de l'Immurel ou autres, par exemple. Ensuite, dans les traitements étiologiques, il fallait penser à la chirurgie, la thymectomie, qui peut être indiquée dans certains cas en présence d'anomalies thymiques. Donc ça fait partie du traitement. On ne vous demande pas de connaître les indications de la thymectomie, mais de savoir que ça peut se faire. Ensuite, tu m'as dit, on en avait parlé, en phase de poussée, on peut avoir recours aux immunoglobulines intraveineuses ou aux échanges plasmatiques. Et enfin, bien sûr, le soutien psychologique. Voilà, je répète que pour moi, la kiné et l'orthophonie, vu que ça induit une fatigue, ça va majorer les symptômes, donc ça ne me semble pas indiqué. La seule chose pour laquelle ça peut être intéressant, notamment l'orthophonie, c'est pour les patients qui ont régulièrement des troubles de la déglutition qui peuvent s'être installés, c'est leur apprendre les mesures, les postures à adopter pour déglutir le mieux possible. D'accord ? Mais pas pour la faire travailler régulièrement. Ensuite, question numéro 7, les conseils à donner à Madame G pour son mode de vie. Valérie ? Alors là, j'ai beaucoup mis l'éducation de la patiente avec pas d'automédication, la liste des médicaments qui sont interdits, les signes qui devront la faire consulter en urgence, une adaptation du traitement si jamais il y avait une infection, une carte qui mentionnait sa maladie, et voilà. Eh bien, c'est très bien. Donc tu m'as dit que tu vas aller dire à ta patiente, c'est toutes les règles de vie du myasthénique, c'est pas d'automédication. Mais ce n'est pas parce que vous ne dites pas d'automédication qu'il ne faut pas quand même, et c'est médico-légal, leur remettre et envoyer à leur médecin traitant la liste des médicaments contre-indiqués dans la maladie. Savoir leur apprendre un petit peu en phase effectivement d'infection ou de stress récent, auto-adapter leur dose d'anticholinéstérasique. Connaître les effets secondaires, les signes d'alarme ou les signes de surdosage, en fait, soit les signes d'alarme de la maladie, soit les signes de surdosage liés aux médicaments, et savoir consulter en urgence si besoin. Et avoir bien sûr une carte de patient myasthénique. Ok ? Donc j'espère que vous aurez retenu, on va dire, 4 mots de ce dossier pour le reste de votre vie. Le myasthénique n'est pas juste un patient avec un ptosis. Le myasthénique est un patient qui peut faire une atteinte respiratoire, qui peut être en poussée et chez qui il faudra rechercher des facteurs déclenchants. C'est quelqu'un chez qui il est médico-légal de remettre la liste des médicaments contre-indiqués et une carte de patient myasthénique. Okay ? Donc 4 mots-clés qui doivent figurer sur tous vos dossiers de patients myasthéniques.